Troisième séance de travail avec, Patrick Vallas. Je te laisse nous dire peut-être pourquoi et sur quoi porte ton travail. Dans la suite de... quand je fais ce séminaire, la première fois j'ai amené quelque chose, mais évidemment j'ai des retours qui m'indiquent qu'il faut que je réponde à un certain nombre de préoccupations qui viennent. Donc aujourd'hui, pour la troisième séance, je vais vous développer la question de l'inconscient est-il structuré comme un langage? Alors ça, aujourd'hui, je vais l'affirmer d'une façon catégorique, et puis à la fin, je vous dirai que c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais ça sera pour une prochaine fois. Peut-être n'est-il pas structuré comme un langage. D'autre part, je vous ai mis ici, peut-être que vous les voyez, un certain nombre de termes allemands. Comme je ne suis pas germanophile, il y a eu des fautes d'orthographe liées à des transcriptions diverses. Ce sont des termes que je commenterai en cours de route. Voilà. Alors, la dernière fois, Christian Dupuy-Santini m'avait fait part de l'intérêt qu'il avait pris à m'entendre dire qu'au fond, l'analysant parlant, lisait en fait le texte, son texte, et tout spécialement celui de ses rêves ou de son symptôme, et il pouvait le faire à partir de l'intervention de l'analyste, dont l'interprétation, en tout cas selon Lacan, est apophantique, c'est-à-dire qu'elle ne livre pas un sens, elle fait coupure, et que par conséquent, ça fait partie de l'écriture, ça. Et que par l'intervention de l'analyste, l'analysant pouvait lire son texte autrement, ce qui pouvait changer le cours de son histoire. Par exemple, il dirait les noms du père, l'analyste intervenant à son séminaire suivant va lui proposer un séminaire les noms du R. Et vous voyez que ça, c'est le même savoir, mais ça n'a pas le même sens. Et c'est ce qui se passe tout le long d'une analyse, ce qui permet au sujet de se dégager finalement de la répétition, de la jouissance ruineuse de ses symptômes. Alors évidemment, on joue sur le jeu de l'équivoque signifiant, cristal de la langue, qui permet d'écrire autrement, ce qui permet de lever l'énigme de toute énonciation du sujet, de désénonciation du sujet. Et ça soulève une question à double étage. Y a-t-il un texte déjà là, comme savoir dans le réel que véhiculerait le langage, même si ça ne se matérialise pas sur une feuille de papier, ou bien la pluie des signifiants que produit la parole a-t-elle des effets de ravinement sur un réel faisant écriture, qui cerne finalement l'avènement d'un dire qui existe au dit du sujet. Alors, on ne peut pas nier que l'inconscient, ça parle. C'est même de là qu'est venue la formule de Lacan beaucoup plus tardivement, pour désigner le sujet, le par-l'être, qu'on développera par la suite. Et ça pose une autre question. Est-ce qu'il y a une primauté ou une primarité accordée à l'écriture sur la parole? Alors, je dois dire que ça pose de gros problèmes. Je me heurte très souvent avec ça dans les groupes analytiques. On a l'impression que les analystes, de plus en plus, en tout cas dans les mouvements que je suis, de plus en plus du côté de l'écrit, donc il y a une prolifération de publications des analystes, comme si c'était plus important que de simplement parler. Or Lacan disait bien, et il a raison, que les paroles restent alors que les écrits s'envolent. Le contraire de la formule habituelle. Et l'enfant, le petit enfant, il apprend à parler parce qu'on lui parle, d'abord. Voilà. Depuis le début de son enseignement public, 1953, Lacan situe la psychanalyse dans le champ de la parole et du langage.
Et de bout en bout de son enseignement, je l'ai toujours vu privilégier la dimension de la parole. Quand il dit que la parole est menteuse, que c'est pas pour dire ça au sens où c'est délibéré, c'est tout simplement parce qu'avec la parole, il y a une dimension du réel que l'on ne touche pas, puisqu'il ne peut que se mi-dire, elle ne peut que se mi-dire la vérité. Ça ne dévalorise pas la parole, alors qu'on l'entend dire souvent ailleurs, et que même chez Lacan, il y a des fois des énoncés où il a l'air de signifier que l'écrit c'est plus important pour la transmission, alors que lui-même, au niveau finalement des publications, il a parlé de poubellication, carrément. Et que tous les dispositifs d'école que nous connaissons, aussi bien la cure, les contrôles, éventuellement la procédure de la passe, le travail en cartel, et pourquoi pas, en le prenant comme exemple, l'enseignement de Lacan, est passé par le biais de la parole. Il a très peu écrit, Lacan. Il a à peine écrit 2000 pages sur une œuvre qui fait à peu près 12 ou 13 000 pages. Ce sont surtout les séminaires transcrits qui font volume, mais par rapport à ses propres écrits à lui, il n'y en a pas tant que ça de ses écrits. Mais pratiquement, il s'arrête d'écrire en 66, Lacan. Le dernier grand texte écrit de lui, à part quelques petites machines comme ça, c'est L'Étourdi, qui est de texte qui s'appelle Ou pire, qui est de 72-73. Donc c'est surtout au niveau de la parole. Lui, au début, donc, il s'appuie sur les travaux de Lévi-Strauss, structure élémentaire de la parenté. Et Lévi-Strauss définit l'ordre symbolique comme une structure dialectique dont dépendent les liens de la parenté avec les lois de l'exogamie. Alors l'homme, nous, comme on l'écrit, L-O-M, l'homme, il est attendu à sa place bien avant de naître et même probablement avant d'avoir été conçu. Il est attendu à sa place dans les discours qui le précèdent et qui le déterminent, ou qui plutôt le surdéterminent. Comme le dit Lévi-Strauss, que le miel attendait depuis toujours dans le tabac sa vérité par rapport aux cendres, la vérité de son rapport aux cendres. Autrement dit, les cendres, le tabac, le miel, ce sont au fond des choses nommées. Et c'est à partir seulement du fait que ce soit nommé que ça entre dans le commerce humain. Alors il y a une autre question qui se pose là, c'est de savoir, est-ce que les mots font les choses ou est-ce qu'au contraire, elles se moulent dans les choses? Question qu'on peut continuer à relancer plutôt que de s'appuyer en disant le nominalisme du réel vaut mieux que le réalisme du non. Ce sont des débats qui sont toujours à l'ordre du jour. Parce que quand on pose la question de l'inconscient réinventé, moi en tout cas ça me fait tiquer. Parce que Freud, pour moi, n'a pas inventé l'inconscient. Freud, il a inventé une méthode de déchiffrage, de manifestation qui existe depuis toujours et dans toutes les civilisations, c'est-à-dire lapsus, acte manqué, rêve. Les rêves, on les a interprétés depuis toujours par la clé des songes. Il a inventé une méthode. C'est cette méthode qu'il a inventée. Et je pense que chez Lacan, la chose est la même. C'est-à-dire que s'il a pu affiner une conception plus poussée de l'inconscient et un peu différente de celle de Freud, c'est tout simplement parce qu'il l'a constaté à partir de sa clinique. C'est sa clinique qui l'a induit à avancer de nouvelles, de nouveaux mathèmes, de nouvelles élaborations théoriques, mais ce n'est pas une réinvention de l'inconscient. Ça me paraît être... C'est une question que je pose, ça. Et bien entendu, tout ça, ça passe par les voies de la structure, qui sont, comme c'est pris au départ, les structures de la parenté, autrement dit, une structure langagière. Lacan s'est appuyé sur Lévi-Strauss, non sans quelques malentendus qui apparaîtront beaucoup plus tard. Mais dès le départ, il dit que le refoulement, l'inconscient, la névrose et les symptômes, c'est ces phrases, il dit, sont entièrement structurés comme phénomènes de langage.
Alors justement, en anticipant un peu sur la suite, je voudrais vous donner une très belle illustration lacanienne des rapports du signifiant à la lettre et à l'écriture, justement, que Lacan amène dans son texte qui s'appelle Littérateur et qu'il produit à son retour d'un voyage au Japon en 70. Alors, il survole les plaines de la Sibérie, comme ça, de son avion, et il voit ce paysage de petites montagnes désolées qui sont ravinées par... On comprend tout de suite que c'est des histoires de pluie, ça ressemble à des arêtes de poissons, en gros. Et lui-même, finalement, devant ça, il dit que ça fait écriture. Hein, et il écrit ça, justement, Littérateur. Hein, et non pas... Donc, il fait comme ça, il prend à contre-pied le terme de... littérature, hein, et qu'on continue à lui envoyer dans les dents. Je pense qu'à quelqu'un comme Solers n'arrête pas d'interpeller Lacan sur ce point. Hein. C'est-à-dire que c'est la pluie du signifiant, les semblants, le nuage c'est des semblants, c'est du signifiant, le semblant fond, ça fait une pluie de lettres, et c'est ces lettres qui viennent raviner le terrain, et c'est une métaphore de l'écriture que Lacan produit, parce qu'il est en train, dans cette période-là, de commencer à faire la distinction entre le signifiant, qui est dans le symbolique, et en principe la lettre, qui est dans le réel. Et ce n'est pas toujours facile à saisir chez lui. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il avance, comme toujours, sur plusieurs partitions, et d'un côté il est en avance, et d'un autre côté il est en recul, il revient en arrière, il passe son temps à faire des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a du mal à le lire et à le travailler. C'est-à-dire que dans le symbolique, l'ordre symbolique, c'est des chaînes signifiantes, tandis que dans le réel de la langue, terme qu'il va inventer lui-même, en un seul mot, en un seul tenant, ce sont des lettres qui ne font pas chaîne. Alors, l'expression « l'inconscient est structuré comme un langage », pour lui, qui vient en 1959, donc finalement assez tardivement, c'est un pléonasme, puisque par définition, la structure est langagière. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a des structures dans le réel, bien sûr, hein, mais ce n'est pas les mêmes. Hein. Structures dans le réel, on sait bien que les cristaux de neige ou d'autres types de cristaux qu'on voit peuvent donner des idées pour imaginer quelque chose, mais ce n'est pas la même chose. Et alors, un truc qui est très intéressant pour nous, et que Lacan a noté, personne ne l'avait noté avant lui, il n'y a pas de nœud dans la nature. Il n'y a pas de nœud dans le corps. C'est important ça. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une structure radicalement, dirais-je, identique à ce que serait l'être parlant, hein, qui correspond à l'être parlant. Quand il va formuler cet axiome, avec lequel il se met à relire tout Freud, pour retrouver le sens originaire de son œuvre, au sens même où il découvre comment Freud peut faire passer ce qu'il ne sait pas plutôt que ce qu'il sait. Ça, c'est quand même très rare, les auteurs qui arrivent à produire des écrits suffisamment, ou des productions théoriques suffisamment trouées pour qu'il y ait un autre savoir qui passe et qui pourrait éventuellement leur échapper. Et au moment où il sort cet énoncé, là justement, il est mis en question par Lefebvre-Pontalis, qui est un de ses élèves les plus proches, un de ses analysants, c'est en 1959, qui lui dit qu'il a forcé, en faisant ça, il a forcé la traduction des textes de Freud, et donc il va lui pointer un peu où ça se passe. Ça a des enjeux évidemment considérables dans la pratique, dans la théorie et surtout éthique, en ce qui concerne la transmission de la psychanalyse. En 1895, Freud publie ses études sur l'hystérie, qui l'a amené à faire un certain nombre de découvertes que je vais reprendre un peu plus loin. Et il publie dans la foulée un très long texte théorique qu'il appelle l'Enfurt, l'esquisse, qu'il envoie à Fliss. Il ne lui a plus jamais réclamé, et ce texte a été redécouvert en 1950. Donc,
Et d'emblée, il y a un malentendu majeur qui est lié à l'interprétation des éditeurs de ce texte, en anglais d'ailleurs, et notamment d'Ernest Jones, dans le premier tome de sa biographie de Freud. Il traduit ça comme étant une esquisse, est-ce que c'est ça, esquisse d'une psychologie scientifique, 1895. Or, justement, le contresens, c'est que ces auteurs semblent faire de ce texte une tentative de Freud de raccrocher la psychanalyse aux sciences de la nature par la voie de ce qu'il aurait reçu de Brooke, qui est un de ses maîtres, comme s'il s'agissait d'une étude sur la physiologie du neurone et de l'anatomie du cerveau. Alors il y a aussi une petite métaphore là, qui se trimballe à propos de la libido. Quand on parle de l'économie de la libido, c'est un contresens également, parce que la libido, ce n'est en fait qu'un fluide mythique. C'est une façon de parler du désir pour essayer de faire comprendre comment la libido peut passer de l'oral à l'anal, au scopique ou éventuellement à la pulsion d'entendre. Donc ça, c'est un premier temps. Et la notion d'économie de la libido ferait penser, et ça a une incidence, ferait penser à ce qu'il y aurait une notion d'énergie. Or, la notion d'énergie ne peut se manier que s'il y a une constante qui permet de comprendre qu'il y a toujours de l'entropie dès qu'il y a de l'énergie mise en route. C'est-à-dire une déperdition, ce qui n'existe pas, évidemment, avec la question de la libido. Ça, c'est un premier point, et il n'est donc pas étonnant, si vous voulez, que perdure chez des psychanalystes cette notion, justement, de tentative de Freud qui voulait inscrire, évidemment, la psychanalyse dans la science, mais de l'inscrire dans la biologie, alors que lui, il est quasiment sans équivoque là-dessus. Alors maintenant, on va chercher chez les neurosciences ce qui pourrait valider ou invalider la psychanalyse, et bien entendu, on est complètement à côté de la plaque. Le texte est beaucoup plus précieux que ça. Il faut savoir que Freud, en 1895, est en flèche. Il a une très solide formation de neurologue et de biologiste. Il a étudié l'appareil génital de l'anguille. Il s'est intéressé à la cocaïne, mais il a laissé tomber les propriétés anesthésiques. Il l'a regretté d'ailleurs, parce qu'il a pensé que s'il avait continué, il aurait pu gagner beaucoup d'argent en explorant cette voie. Il utilisait la cocaïne pour se stimuler plutôt. Et effectivement, en son temps, la théorie du neurone n'existait pas, et il est considéré maintenant, par les neurologues un peu sérieux, comme un des co-découvreurs de la synapse, dont il a décrit d'une façon très, très précise le fonctionnement, mais il parlait d'autre chose, lui. Hein. Alors, il souligne, et c'est ça qu'il a retenu justement d'emblée, sur le fait qu'au niveau de la synapse, il y a une rupture de continuité entre les neurones. Hein, et qu'à ce niveau-là, des connexions peuvent se faire et se défaire en se renouvelant. Ce qui était à l'époque très très en avance et pendant très longtemps, puisque même jusqu'aux années 60-65, on pensait que le cerveau, une fois en place, enfin développé, ne bougeait plus et il y avait une déperdition neuronale tout au long de la vie, alors qu'aujourd'hui on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Hein. De toute façon, le cerveau ne s'use que si l'on s'en sert. C'est-à-dire que quand vous ne faites rien, les neurones se développent et quand vous travaillez, les neurones se... Contrairement à ce qu'on s'imagine. C'est un peu un contresens du truc. Ça veut bien dire que ça se passe ailleurs. Les fameuses connexions, justement. Ce n'est pas de connexion neuronale dont on parle. Puis vous savez, les neurones, avec leurs petites dendrites là, qui bougent, vous avez déjà vu des films, on en voit, c'est très impressionnant d'ailleurs. Et ben, le personnage d'E.T. de Spielberg, il ressemble à un neurone géant. On dirait un poulpe. Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de films de science-fiction où il y a ces petits monstres, ils ressemblent à des neurones. Donc on peut se demander où ils sont allés chercher ça, mais c'est pas exclu que ce soit par là, quoi. Hein.
En fait, le cerveau, c'est pas fait pour penser. Bon. Bref, Freud le nomme appareil neuronique. Il ne parle pas du système nerveux central. C'est pas ça dont il parle. Donc chez lui, pas de panthobiologisme, s'il y en a du côté de ses suivants, pour certains, en tout cas. Il procède toujours de la même façon. Il se fonde d'abord sur les données de la clinique, d'ailleurs il n'avait pas autre chose comme matériel, donc il n'y avait pas d'erreur à faire, il était le premier à se lancer là-dedans. Et il dit qu'en observant le fonctionnement de cet appareil qu'il a construit, on verra apparaître les fonctions psychologiques. Et voilà le schéma qu'il va donner de son appareil neuronique, qu'il dispose en 3 systèmes qui s'enchaînent. Il y a d'une part les neurones phi. Les neurones phi sont en contact avec le monde extérieur et ils sont spécialisés dans la décharge des trop grandes quantités de stimulation. Et d'une façon générale, très souvent, ils produisent des réponses quasi-réflexes pour se soustraire à la source trop importante venant de l'extérieur. C'est vrai que si on vous fait peur, vous avez des palpitations cardiaques, et donc il va falloir trouver un moyen de les contrôler, des choses comme ça, par exemple. Ensuite, il y a les neurones psi, qui se différencient à ce moment-là, et qui, eux, sont en contact avec les neurones phi et le monde intérieur, repérant les phénomènes de faim, de soif, de respiration ou les stimuli, les impulsions sexuelles. Et ils sont spécialisés dans la capacité d'accumulation de petites quantités d'énergie selon un principe de constance. Et à partir de ces neurones psi vont se spécialiser les neurones oméga, dont le rôle est la transformation de la quantité d'énergie en qualité. Et ce qui caractérise justement les neurones oméga, c'est qu'ils fonctionnent en dehors de toute énergétique. C'est une énergie qu'ils vont pomper aux neurones psi. Minimum d'utilisation d'énergie. Par exemple, une trop grande quantité d'énergie venant des neurones psi déclenche la douleur. Et ces neurones transforment justement la trop grande quantité en qualité, à savoir la douleur. Ils donnent en quelque sorte au sujet un reflet du monde qui est en rapport avec leur perception première. Le plus important de tout l'appareil, c'est qu'il fonctionne selon le mode d'un principe d'inertie générale. Il s'agit de maintenir une homéostase compatible avec la conservation de la vie. Donc c'est un appareil qui ne fonctionne pas sur le mode stimulus-réponse, il fonctionne à partir de réactions spécifiques. Comme l'écrit Freud dans ce texte, tout se trouve à sa place. Donc, vous voyez les différents neurones comme ça. Les rouages s'engrènent. C'est-à-dire que pour Freud, il s'agit bien là d'un schéma de la subjectivité. Et même s'il ne dispose pas du concept de structure, on peut parler là de structure, au sens langagier du terme. Une structure qui est repérée dans les effets d'après-coup de quelque chose qui les a anticipés. C'est ça comme ça la démarche de Freud. On lit une structure dans les effets qu'elle produit et c'est comme ça qu'on découvre qu'il y a une structure. Cet appareil fonctionne pour justement, baisse d'attention, que le sujet puisse obtenir une satisfaction qui est en fait une satisfaction de l'être et non pas une satisfaction de ses besoins.
Bien sûr, quand les besoins se font sentir, le sujet aura une réaction spécifique pour pouvoir se les procurer, mais c'est un fonctionnement qui est interne d'abord. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que justement le plaisir, la sensation de plaisir, on l'expérimente tous les jours, elle est obtenue justement dans la décharge de toute tension, le moins de tension possible pour pouvoir rester bien peinard. Hein. Et d'une façon générale, les épicuriens, c'est un petit peu ce qu'ils préconisent. D'ailleurs, Lacan disait que c'était des porcs, les épicuriens, parce qu'il disait qu'au fond, ils sont comme les porcs dans la porcherie, ils ne se tracassent pas beaucoup. C'est ça que ça veut dire. Il était très féroce quand il pointait des choses comme ça. Donc, le moins de tension possible, on est peinard, et c'est quand même un peu ce que tout le monde cherche quand même. Il ne faut pas trop remuer la bête, parce que sinon, on va avoir des ennuis. Donc au-delà d'une certaine tension, alors ça c'est au niveau de baisse de tension, c'est ce qu'on appelle les processus primaires, hein, qui sont donc corrélés à ce qu'on appelle le principe de plaisir. Le principe de plaisir c'est ça, baisse de tension jusqu'à un seuil tel que ce soit compatible avec la vie, et c'est ça qui produit du plaisir. Au-delà d'une certaine tension, peut s'engendrer le déplaisir, ce que Freud appelle Unlust. Et les connexions neuronales dont on a parlé au départ vont se multiplier, mettant en jeu de plus en plus de neurones dans le but de tamponner par dérivation cette tension. Et là, nous sommes au niveau des processus secondaires, dont s'engendreront d'ailleurs les fameuses réactions spécifiques du sujet, et elles sont liées à ce qu'on appelle le principe de réalité. Et c'est là que le paradoxe freudien apparaît. C'est-à-dire que cette réalité comme ça est coupée de la réalité, je dirais, extérieure. Elle n'est qu'un indice de réalité. C'est un reflet du monde que le sujet ressent à partir des qualités, justement, de ces perceptions qui se sont constituées par transformation de la quantité en qualité, via les neurones oméga. Donc, le principe de réalité n'est rien d'autre qu'un détour et qu'un prolongement du principe de plaisir dont il est simplement une dérivation supplémentaire, un tour supplémentaire ou un détour, si vous voulez, pour satisfaire justement au principe de plaisir. Et nulle part dans Freud on voit apparaître cette histoire de principe de réalité pour s'adapter à la réalité, comme on le dit beaucoup maintenant, ou comme on le disait. C'est pas ça du tout chez Freud. Pas un principe comme ça. C'est une façon de dire que d'une perception d'un réel originaire, comme ça, on est passé à la réalité du fantasme propre à chacun. Fenêtre sur le réel, dirait Lacan, qui est lié justement à des représentations langagières et imaginaires, puisqu'elles sont liées dans le fantasme. Imaginaire et symbolique, c'est un montage du fantasme, hein, qui fait fenêtre sur le réel. C'est pour ça que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dans son avion, quand Lacan observe le hublot, on pourrait dire que c'est la fenêtre de son fantasme, et c'est lui, sujet réel, qui interprète cette métaphore de l'écriture à travers ce qu'il voit. Mais il l'interprète à partir de ses propres représentations. Parce que, évidemment, là aussi, c'est une autre chose. Quand on parle du sujet dans la psychanalyse, ce n'est pas ce fameux sujet du signifiant seulement qui est lié à une combinatoire signifiante, c'est aussi le sujet réel, c'est-à-dire l'individu que nous sommes tous. Nous avons un nom, on a une histoire, une jouissance spécifique, et que c'est ça le sujet de la psychanalyse. C'est ce sujet, disons, pathématique qui vient en analyse parce qu'il souffre, justement. Hein. Ce n'est pas le sujet du signifiant, la combinatoire signifiante de nos amis comme Milner, par exemple, qui sont fort brillants là-dessus. Ils sont dans la logique pure. Enfin bon, on a affaire à un sujet pathématique, donc, même s'il y a des déterminations logiques. Alors,
là, je vais vous parler juste d'un petit schéma qui est dans l'éthique. Enfin, il est décrit dans l'éthique, mais il n'est pas reproduit. Lacan produit à ce moment-là une sorte de petit schéma qui est un peu comme si vous aviez un anneau, donc, ou bien une bande pour faire du hula hop, comme ça, où il y a un intérieur, il y a un trou intérieur qui communique avec l'extérieur. Donc dans le trou central, il y a du réel qui est à la fois interne et externe. C'est pas comme dans le... Mais il n'y a pas de frontière entre les deux. Hein. Et d'autre part, Lacan, il a une conception du corps. Pour Lacan, alors que pour la plupart des gens, c'est comme ça, pour Lacan, le corps, c'est pas un sac. Hein. Un sac avec des organes à l'intérieur, c'est vraiment un corps. Qui est ouvert sur l'intérieur, il y a deux bouts hein, quand même au corps. Hein. La bouche et l'anus, c'est ouvert. Il y a un intérieur et un ouvert. Donc le rapport entre le réel intérieur et extérieur, ça fait question, justement, hein, par rapport à la perception du corps. Alors ce schéma, donc, Lacan le met au milieu, il met le réel, et il y met la jouissance d'ailleurs, et sur l'anneau, il écrit les représentations symboliques et imaginaires. Avec une première représentation topologique des rapports du corps et du réel, qui sont noués ensemble. Bon, on n'est pas en retard sur les écologistes, au fond, nous, hein, puisqu'on pense que le corps, c'est peut-être un écosystème. Hein, ouais, tout. C'est ça, le corps, c'est probablement un écosystème. Et pas du tout ce qu'on raconte en ce moment, d'ailleurs. Enfin, ça, c'est autre chose, on verra plus tard. Donc, bien avant, donc dès 1895, et bien avant l'interprétation des rêves, qui viendra en 1900, l'appareil neuronique est logé par Freud entre perception, inconscient et conscience. Et même il y a préconscient avant. Perception, inconscient, préconscience, conscient. Et l'expérience de satisfaction consiste finalement, ou nécessite la retrouvaille de l'objet, qu'il soit réel ou halluciné, comme dans le rêve par exemple, ou dans l'imagination, donc ce n'est pas le plus important, mais il n'est retrouvé cet objet qu'à partir des coordonnées justement du plaisir, du principe de plaisir, de ce qui s'est inscrit comme ça. Hein. Et ce n'est au fond, cet objet de satisfaction du sujet, n'est qu'un objet retrouvé au regard de l'objet premier perdu, irrémédiablement perdu, qui fait trou, ce fameux trou-là qui est au centre du tore. Alors, au fond, ce schéma que je vous ai donné là, tout le monde est à peu près d'accord avec ça. On est à peu près d'accord. Et bien entendu, les divergences vont apparaître à propos de la nature des traces. Comment s'effectuent les médiations nécessaires à la transformation des impressions premières, c'est-à-dire des perceptions, c'est-à-dire quels sont le lieu et le support, de quoi s'agit-il dans l'inconscient? Alors, comme toujours, quand Lacan va lire Freud, et il est allé lire de très près, puisque j'ai compté qu'il y avait environ plus de 8000 citations sur 12 000 pages de texte, et que donc il est allé lire de très 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 près Freud, et il va toujours au texte allemand. Toujours regarder les termes. La traduction du texte de l'esquisse a été faite à partir de sa version en anglais, de sorte que toutes les malentendus et les confusions s'y multiplient. Par exemple, le terme de banou, que j'avais bien écrit là d'ailleurs, là-haut, banou. Banou. En anglais, ça a été traduit par facilitation, ce qui n'a rien à voir, et qui est même le contraire de l'allemand. Banung, les traces, ça veut dire les frayages, et donc on peut entendre comme ça, les forçages éventuellement, qui évoquent bien cette notion de connexion entre les neurones, en gros, hein, les fameux neurones de Freud, pas les neurones du système nerveux central, ceux qu'il décrit lui,
hein, les fameuses dendrites, là, donc c'est une question de... C'est ça les connexions. Il ne s'agit pas d'anatomie des neurones, et évidemment, le terme de frayage évoque tout de suite la notion d'enchaînement. Et on a bien vu que Freud disait que la maturation de l'appareil psychique se faisait, permettait le passage de la notion de quantité à la notion de qualité par frayage. Donc, articulation, qui est une matérialisation comme une chaîne signifiante, bien entendu, Lacan va le prendre, va sauter dessus, il va dire c'est une chaîne signifiante, l'appareil neuronique étant avant tout à aborder comme une topologie subjective. Et l'expérience justement de satisfaction qui nous mène tous emprunte la voie de ces frayages. En allemand, il y a deux termes pour désigner la chose. Il y a das Ding, je crois que je l'ai écrit là-haut, das Ding et die Sache en dessous, die Sache. Alors, bien qu'étymologiquement, les deux termes sont liés aux choses traitées par le juridique, ils ne sont pas équivalents. Ding, c'est la chose hors signifiée, c'est-à-dire l'innommable, et Sache, ce sont les choses du commerce humain, et ils sont liés au langage. Il semblerait que dans son texte de 1915, de Freud, ce texte, il y aurait un passage qui semblerait aller contre justement la doctrine de l'inconscient structuré comme un langage. C'est ce que Pontalis oppose à Lacan. Et puis il y a une deuxième chose qui est peut-être passée inaperçue à ce moment-là, parce que Pontalis, il a senti que quelque chose ne collait pas. Donc il reprochait à Lacan de faire un forçage. Il y avait deux raisons, parce que chez Lacan, la lettre et le signifiant, ce n'était pas encore bien distingué. Et l'autre chose, Lacan était en train seulement de découvrir, c'est qu'il n'avait pas encore placé sa notion de jouissance, Lacan, au centre de son enseignement. Il en était toujours à penser que tout est langage et tout est structure. C'était donc... Pontalis a perçu cette chose-là, mais il n'a pas pu le formuler, et Lacan, évidemment, il est passé là-dessus comme un bulldozer, comme il pouvait en avoir l'habitude. Et il dit qu'effectivement, il y a Sache-Vorstellung et Sache-Vorstellung. Où est-ce qu'elles sont ici, là. Sache-Vorstellung. Par exemple, quand vous faites un rêve, vous rêvez d'une maison. Sache-Vorstellung, c'est ce que lui dit Pontalis. Seulement, Lacan lui répond, oui, mais attention, là, il y a maison, mais il faut pas dire que c'est la maison de la grand-mère. C'est comme les gens qui lisent les dessins d'enfants, ils voient un clocher, ils disent ça, c'est phallus. Non, c'est l'église. Donc il faut le lire plutôt comme l'église, il ne faut pas dire que c'est le phallus. Il a dessiné une église, il faut dire, ben, tu as dit église, tu n'as pas dit phallus. C'est pareil pour la maison dans un rêve. Il faut le lire comme dans la continuité d'un texte. C'est maison. Hein. C'est comme ça que ça se lit. Voilà. Et il y a donc Sache-Vorstellung, représentation de choses. Donc Pontalis dénie que ce soit une représentation de langagière. Et puis il y a les Vorstellung. C'est la représentation de mots qui appartiendrait pour Freud au préconscient. Freud, à l'époque, ne dispose pas de l'appareil linguistique. Mais il a quand même déjà perçu la distinction essentielle qui se fait dans la structure langagière, et il a toujours maintenu cette opposition en quoi s'opposent justement les éléments mis en jeu dans l'inconscient, à savoir l'effrayage. La difficulté, on souligne, et c'est vrai, c'est de soutenir que les représentations inconscientes
et consciente sont des enregistrements différents. Mais de toute manière, pour Freud, les Sache-Vorstellung, ce sont des choses bien en rapport avec la représentation, et non pas la chose même, puisque la chose même, das Ding, elle est innommable. On ne peut pas rêver de das Ding. On peut en souffrir sous forme d'angoisse dans le cauchemar, par exemple, puisque le cauchemar, c'est un rêve qui fonctionne mal, et donc ça vous plonge dans l'angoisse d'une jouissance qui vous submerge la nuit et qui vous suffoque. Et chez Freud, justement, cette distinction a toujours été maintenue, de sorte qu'on peut dire, en le lisant, que Sache, les choses, et Wort, les mots, sont liés nécessairement comme un couple signifiant-signifié, dont lui ne dispose pas à l'époque. Et d'ailleurs, il parle très bien de Sache-Vorstellung et pas du tout de Ding-Vorstellung. Le terme de das Ding, donc, on en trouve une trace dans le texte originaire de l'esquisse en 1895, et surtout dans un article plus tardif de 1925 qui s'appelle le terme de dénégation, enfin s'appelle l'article dénégation. Et la chose, Freud la situe ailleurs que dans cette action réfléchie par les mots. Et das Ding, c'est le secret véritable du paradoxe du principe de réalité chez Freud. C'est ce qu'il dit à la fin de ses rêves quand il mène le débat autour de la différence à faire entre la réalité matérielle, comme il dit, realitat, qui est après tout une façon de nommer le réel, comme ça on peut dire, et la réalité psychique que l'on trouve dans le rêve, c'est-à-dire le reflet fantasmatique du monde, hein, dans le système du sujet. Seulement, dire la chose, même Ding d'ailleurs, c'est déjà un premier codage linguistique. Et dans la chose, Freud nomme le nouage finalement entre le désir, Wunsch, et le plaisir, Lust, puisque pour lui, le désir se réalise comme plaisir. Hein. C'est donc conjugué chez lui à l'époque. Lacan, il va y introduire le terme de jouissance, mais qui n'est pas encore bien cerné par lui. Donc, das Ding, c'est la réalité originaire, qui est irréductible à toute représentation. Et on pourrait dire que c'est le réel. Je ne vais pas dire impossible à écrire, puisque Lacan va passer son temps à dire qu'on peut essayer de l'écrire. Bon, le réel innommable, dont l'appareil neuronique, comme je l'ai dit tout à l'heure, a pour fonction de tamponner le trop de tension qui serait incompatible avec le maintien de la vie. Freud l'a repéré dans la répétition quand il dit qu'il y a un au-delà du principe de plaisir et que ça se manifeste en termes de douleur, justement. Et que c'est quelque chose qui a une contrainte de répétition qui est liée à ça. Et la cause de la répétition, ce n'est pas forcément le signifiant, c'est la jouissance qui est cause de la répétition. Pour retrouver, chercher à retrouver un originaire qu'on ne retrouve jamais. Donc, das Ding. Alors, dans le texte de la dénégation, c'est ça qui est intéressant, c'est que Freud fait bien la différence entre ce qu'il appelle le jugement d'attribution, c'est-à-dire que dans les premières perceptions du monde extérieur, de la chose, pour le sujet, alors évidemment, on voit bien que c'est un raisonnement qui joue de quelque chose de mythique, là quand même. Il y a une décision qui se fait entre ce que le sujet se dit, ça c'est moi, et ce que je ne veux pas, ce qui me déplaît, c'est extérieur, ce n'est pas moi, c'est le non-moi. Il y a la différence entre le moi et le non-moi chez Freud. C'est le jugement d'attribution. Et il faut qu'il y ait eu cette incorporation, on pourrait dire, de ce qui est moi par rapport à ce qui est non-moi, pour que puisse s'établir le jugement d'existence, qui est second.
On ne peut juger de l'existence de quelque chose que parce qu'il y a eu une attribution première. Sinon, on ne peut pas juger de l'existence. Et on peut tous faire des expériences comme ça. Maintenant, c'est de plus en plus difficile. Mais si vous alliez dans des régions du monde qui vous sont totalement inconnues, hein, si on vous lâchait par exemple au milieu des glaciers de la Patagonie en plein hiver, là, dans les coins où nous emmène Ushuaïa, vous seriez tout seul dans la forêt à moins 40 de température, vous verriez ce que c'est que Dazding là. Vous n'auriez pas vos repères de jugement d'existence parce qu'il y aurait un réel tellement massif qui s'imposerait à vous que ça ferait des effets comme ça. Maintenant, c'est plus rare. Autrefois, les gens, ils voyagent pour ça. Ils aiment bien voyager pour essayer de trouver du nouveau par rapport à leur existence. Et en fait, au bout de quelques semaines, on ramène toujours avec soi nos propres traces qui nous ramènent à notre névrose, même si elle met plusieurs années à vous rattraper quand vous émigrez ailleurs. Bon, enfin... Toujours est-il que, voilà, Dazding, c'est ça. La chose innommable, non nommable, dont il s'agit de tamponner le trop de tension qui serait incompatible avec l'âge. C'est là-dessus que Freud branche son idée d'objet primordial, une espèce d'objet mythique qui serait le bonheur originaire, alors qu'en fait ça fait trop mal, enfin c'est comme ça qu'il le dit, et dont le sujet recherche à retrouver, comme on le dit, cette unité première. Il y a des tas de philosophies ou des tas de religions qui vous prônent ça, comme ça, et qui, évidemment, que vous hallucinez ou que vous inventez pour vous consoler. Alors qu'on ne fait que retrouver quelque chose qui a définitivement perdu à travers des traces, disons, qui vous ont procuré le plaisir. Coordonnées de plaisir. Ce qui veut dire que le statut de l'inconscient, donc de ces traces, il est avant tout éthique et non pas ontique. Alors Lacan, il équivoque là-dessus en disant que si c'était une ontologie avec un H, ben, ça ne serait pas fameux pour la psychanalyse. L'inconscient, il est éthique et non pas ontologique. C'est pas l'origine de l'être, c'est l'origine du par-l'être qui est en jeu là-dedans. Et il est vrai que finalement, la façon dont l'étranger et l'hostile apparaît dans la première expérience de réalité pour le sujet humain, Freud le qualifie d'être le cri, par exemple. Alors, vous en avez un exemple massif, le cri du nourrisson quand même. C'est que le nourrisson, quand il naît, qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il crie pour le reconnaître comme un humain qui va vivre. Hein. Dans une salle d'accouchement, tout le monde attend le cri de l'enfant, et quand il ne vient pas, c'est terrible comme truc. Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il sort du ventre de sa mère, premier autre qui lui pénètre dedans, c'est la chose, hein, il aspire la chose de l'extérieur, et c'est ça qui le fait crier. Il peut crier à ce moment-là, c'est-à-dire que les poumons se déploient, et il a la possibilité, donc il y a un moi et un non-moi. Et c'est comme ça qu'il est reconnu comme un enfant à qui on va pouvoir donner son nom, sinon il va falloir le réanimer avec tout ce qui existe là. Voilà. Au fond, le cri dont parle Freud, comme ça, qui illustre par le cri, il n'y a pas besoin de ça d'ailleurs. Il suffit de regarder le tableau de Munch pour s'apercevoir que le cri, on l'entend, mais on l'entend dans un trou de silence. C'est-à-dire que le cri ne se fait pas dans le silence, mais c'est lui, c'est dans ce cri, de ce qu'il a produit, que s'engouffre le silence des paroles. Hein. Et on entend le cri à travers le silence des paroles, et non pas le contraire. Le cri ne fait pas silence. Il fait trop de silence, qui est tout à fait différent. À ce moment-là, si vous voulez, dans le tableau de Munch, c'est un peu l'effet qu'on peut avoir. Hein. Il y a comme ça une réalité nouvelle qui se substitue à la mythique réalité antérieure. Parce qu'on le voit, le personnage sur ce pont, avec comme ça la bouche ouverte. On sait qu'il est en train de crier. Hein. Le cri, il l'appelle d'ailleurs lui-même. Et cette réalité, justement, c'est ça qui est important, cette réalité qui ne dit mot, c'est ce qui se tait. C'est pour ça que je vous disais que le bruit fait trop de silence dans un flot de paroles. Das Wort, en allemand,
ça veut dire à la fois mot et parole. Et ce qui ne dit mot, c'est essentiellement pas de réponse. Néanmoins, les choses dont il s'agit et qui seraient soi-disant en dehors du réseau langagier, ces choses sont des choses en tant que muettes. Et les choses muettes, ce n'est pas tout à fait pareil que les choses qui n'ont aucun rapport avec la parole. Si vous connaissez le groupe des Marx Brothers, le plus parlant, justement, c'est le muet, c'est Harpo. C'est celui qui parle le plus. Ça donnera d'ailleurs le secret de ce que les personnes qui sont nées sourdes et muettes, ben, ils sont dans le langage quand même. Bon. Dans son article sur le refoulement, 1915, Freud insiste sur la prévalence extraordinairement manifeste des affinités de mots dans ce que l'on pourrait appeler le monde schizophrène, le schizophrène qui traiterait les mots comme des choses, d'où ses difficultés avec ses problèmes de représentation. C'est ce sur quoi porte le refoulement, sur ces choses-là, hein, les mots traités comme des choses. C'est l'histoire de la maison. Ce n'est pas la maison qui est chosifiée, c'est simplement le mot qui est là. Hein. C'est la chose qui est plutôt dite en mots, même si c'est représenté par une image. Donc, dans sa rencontre avec Dasding, le système répond par une réaction spécifique à l'hystérique, l'obsessionnel ou le paranoïaque, qui sont des actions donc spécifiquement humaines. Ça peut être par exemple la mascarade hystérique, la parade masculine ou l'annulation de l'obsessionnel quand il fait une rencontre comme ça, ou alors d'une façon plus accentuée du point de vue de la structure. Dans la rencontre avec la castration, c'est la dénégation du névrosé, c'est la forclusion du psychotique, ou c'est le démenti du pervers, qui sont des stratégies, donc des réactions spécifiques dans la rencontre avec quelque chose qui est l'ordre du trop, et qui est porté sur le corps éventuellement. Hein. Donc dans son texte 1925, Dasding s'isole, le texte de Freud, comme le terme étranger autour de quoi tournent toutes les représentations, les Vorstellung, Freud va placer justement son appareil inconscient. C'est déjà écrit dans la lettre 52 et la lettre 56, il parle d'impression, Niederschrift, je crois que ça veut dire au fond, c'est au sens d'imprimerie, mais c'est pas un engramme comme sur une bande magnétique, c'est inscrit comme ça, écrit, c'est de l'écriture, et Freud utilise le terme d'archive, c'est archivé. Il les présente avec un schéma où il y a des liasses, comme ça. Hein. C'est important parce que c'est des supports dont il va falloir qu'on approche, mais pas aujourd'hui. Mais c'est des choses, c'est comme ça qu'il parle de la constitution de la mémoire. Et entre perception et conscience, il sort un nouveau mot. Il y a seulement des Vorstellung Repräsentanz. Il y a ici ce terme-là. Vorstellung Repräsentanz. 1915. Ne peuvent être refoulés que des Vorstellung Repräsentanz. Il écrit bien que ce sont le fait d'éléments associatifs et combinatoires, mais qui ne s'organisent pas selon les lois de la contradiction ni de la grammaire, mais selon des lois qui sont déjà, on peut le dire, celles de la condensation et du déplacement, comme dans le rêve, si vous voulez, qui n'est pas l'inconscient, mais qui est une voie royale à l'inconscient. Et ça préfigure, Freud n'en dispose pas, les lois de
la métaphore et de la métonymie, mais faites bien attention parce que la métaphore et la métonymie ne recouvrent pas tous les phénomènes de condensation et de déplacement. Il y a un petit écart entre les deux, c'est des variations dont on verra comment on va les traiter plus tard. Hein. Donc, dans l'inconscient se passent des processus de la pensée qui ne seraient jamais rien pour la conscience s'ils ne pouvaient lui être apportés par l'intermédiaire d'un discours. Et sans le moindre ambiguïté, Freud dit que dans le préconscient, il s'agit de Vorstellung, c'est-à-dire des mots. Ce qui vient à la conscience, c'est la perception de ce discours, donc qui nous précède ou qui nous succéderont. Ce sont donc ces impressions-là dont nous suivons à travers les mécanismes inconscients les processus de condensation et de déplacement. Ce qui l'amène à distinguer donc les Sache-Vorstellung et Vorstellung. Comme je l'avais dit précédemment, Sache-Vorstellung qui ont des effets comme signifiant deux significations, autrement dit des mots. Le Vorstellung Repräsentanz, Lacan le traduit de la façon suivante, il dit que c'est le représentant de la représentation. La représentation de quoi? Mais du mouvement pulsionnel qui n'est pas l'instinct. Et pour étoffer la chose, Freud va dire que, justement, sans ambiguïté, que l'affect n'est pas refoulé, il est détaché et va s'accrocher à une autre représentation. Hein? C'est-à-dire que pour lui, seuls sont refoulés les Vorstellung Repräsentanz, et non pas les signifiés, les effets du refoulement. Les affects se détachent et vont s'accrocher à d'autres représentations. Il le dit, Freud, l'accès hystérique n'est aucune décharge. L'affect n'est pas lié à une quantité d'énergie. Hein. Ce n'est pas l'être donné dans son immédiateté, ce n'est pas un être protopathique. Il est habité par le discours qui le détermine. Ce n'est pas en quelque sorte le sujet brut comme ça. Il est désarrimé et va se raccrocher à d'autres représentations. Seul le signifiant est refoulé. Quant à ce qui est hors signifiant, par exemple, toute la pulsion n'est peut-être pas significantisée, mais en tout cas, on ne peut savoir des choses que celles dont on peut parler. Hein. Ce qu'on éprouve sans pouvoir en dire quoi que ce soit, ben on l'éprouve, mais on n'a pas le savoir. Autrement dit, c'est ça qui est important à retenir, c'est que, contrairement à ce que les gens s'imaginent, Lacan ne fait pas la promotion d'un impérialisme du langage. Au contraire, lui, il dit que pas tout est langage. Hein. Par contre, le savoir, oui, ça appartient au monde du langage. Pontalis et surtout Lagache vont traduire le Vorstellung Repräsentanz, et c'est là qu'il se sépare de Lacan, par le représentant représentatif. Le représentant représentatif, c'est comme si vous disiez, alors pour bien comprendre ce que ça veut dire, le représentant, c'est le tenant-lieu, c'est comme si vous disiez que l'ambassadeur de France en Angleterre serait le plus représentatif des Français en Angleterre, alors qu'il n'est simplement que le représentant de la représentation que serait la diplomatie. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais quand on traduit ça par représentant représentatif, automatiquement on rabat le désir sur le besoin et par conséquent
sur l'instinct, ce que font beaucoup de gens actuellement avec ça, hein, et on va finir par dire que l'inconscient est la condition du langage, alors que c'est le contraire. C'est le langage qui est la condition de l'inconscient. C'est des trucs, des choses, il ne faut pas grand-chose pour dériver tout de suite. Hein. Ça se lit tout le temps, ces choses-là. Hein. Et on continue, confusion avec la biologisation des choses, et on arrive à parler d'économie libidinale qui est mise en parallèle avec l'énergie physique. Donc, on aime trop, on n'aime pas assez, on haït ou on n'haït pas. Ce sont pas du tout, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, les affects. Pas du tout comme ça. Le représentant de la représentation, c'est le tenant-lieu de quelque chose qui manque. Le signifiant, il vient à la place de l'objet perdu irrémédiablement du fait de l'incidence langagière sur le corps. Et c'est autour de quoi va se faire le point central, justement, l'Urverdrang, le refoulé originaire, qui va attirer à lui tous les autres refoulements. Hein. Mais déjà chez Freud, ce refoulement originaire qui n'est jamais levé constitue déjà une historicité originaire. Hein. Et c'est de lui que va venir le refoulement secondaire, le fameux refoulement freudien dont on parle, structuré comme un langage sur lequel on opère en analyse. Alors, je ne sais pas si je suis parvenu à vous faire passer ça. Je ne sais pas si je me suis un peu embrouillé, parce que pour moi, je ne fais pas de l'allemand, c'est un peu difficile aussi de manier tous ces termes. Évidemment, on peut dire que cette réponse de Lacan est imparable. Seulement voilà, c'est que Lacan, il est allé un tout petit peu plus loin. Il a dit que le langage, ça n'existait pas. Le langage, c'était une élucubration de savoir sur les langues. Et qu'il y a des langues multiples, partout dans le monde, qui sont pour lui inventées par un ensemble de femmes. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui sont les premières à transmettre la langue à ce bébé qui arrive, qui font la langue et qui la transforment tous les jours. C'est pour ça d'ailleurs que les dictionnaires sont toujours en retard sur les langues qui sont parlées autour d'elles. Hein. Il y a des termes qui arrivent et qui ne sont pas dictionnés encore, comme on dit, ils n'ont pas encore été dits. C'est quand même très important cette histoire de la langue chez Lacan. C'est pour ça que se pose la question que j'avais posée au départ de la primarité de l'écrit sur ce qui est dit. Hein. Alors voilà, il y a un inconscient structuré comme un langage et il semblerait qu'il y ait un inconscient réel qui serait un mode de savoir qui se dépose dans les langues et qui n'appartient pas à l'inconscient, qui n'est pas refoulé, qui émerge dans le réel pour tout sujet. Et ce sont des questions tout à fait essentielles qu'on aura à traiter par la suite au niveau de l'écrit et de la parole. Bon, je vais en rester là aujourd'hui. Voilà. Très bien. Merci Patrick, c'était très impressionnant ce voyage qu'on a refait, disons, qu'on a refait sur l'origine même de la question de la naissance de la psychanalyse. Je pensais combien chaque analyste doit, au fond, refaire ce trajet à sa façon. Hein. C'est ce qu'on entend quand vous nous articulez comme ça la façon d'entendre et d'entendre au fond vos patients, d'entendre tout ce qui est écrit, la théorie, les théories, à partir de ce que Freud, qui voulait tellement prendre un appui pour le développement de ce qu'il pressentait, a essayé de faire avec de la manière la plus scientifique qu'il le pouvait, mais ce qui n'a pas marché justement, en le mettant du côté de la science, a permis tous les développements par la suite. Entre autres que la psychanalyse soit en mouvement.
parce qu'il y a ça, hein, en mouvement, avec ce réel aussi extérieur. Hein. Bon. J'ai pensé encore à une chose, c'est combien Lacan, par rapport à une écriture qui serait figée, quelqu'un lui disait à un moment donné d'écrire pour la préface d'un livre, quelque chose, et il était étonné de la remarque qu'on lui faisait qu'il écrivait vite. Et il disait, mais non, j'écris pas vite, c'est pas du tout ça, c'est que pour écrire, moi, j'ai besoin de recommencer 10 fois, et après la 10e fois, quelque chose enfin tombe. Et là, c'est écrit. Donc c'est vraiment, je crois, ce qu'on a pu entendre, c'est à quel point il faut laisser une ouverture à notre lecture de ce qu'on peut lire de la psychanalyse ou de ce qu'on peut entendre du discours des patients, qui a à voir aussi avec le corps parlant. Hein. Enfin, beaucoup de choses qui ont été soulevées comme ça aujourd'hui. Voilà ce qui m'est venu là, entre autres. Donc maintenant, on vous écoute. Je voudrais vous poser une question pour développer ce que vous avez apporté au début. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de distinguer d'une manière beaucoup plus forte écriture et écrit? Eh oui. Parce que si vous vous souvenez, quand Lacan publie Écrit, il dit « N'oubliez jamais l'ironie qu'il y a dans ce titre Voilà. ». Et donc, parce que quand il demande aux analystes de lire autrement, il y a bien une écriture, mais qui n'est pas un écrit du tout. Voilà. Et donc ça renvoie à la structure, à la grammaire. Et puis la deuxième chose, c'est dans ce que vous avez développé, et ça m'a amené à ceci, à ce dernier texte publié par Freud, Constructionen in der Analyse, construction dans l'analyse, où il y a déjà, il récuse l'interprétation d'idoitum, il la récuse, pour dire construction, ça serait plus adapté. Donc dans construction, il y a la structure, mais il ne va pas au-delà. Et il joue sur la lettre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une histoire de Gauner, de Ioner. C'est d'autant plus drôle, d'ailleurs, je dis ça au passage, c'est que la note qu'il y a dans l'édition est tout à fait erronée. Ioner, c'est pas un iode, c'est simplement comme ça que c'était prononcé au 15e, 16e siècle, quand c'est rentré dans la langue allemande. Et ça veut dire tout simplement un ionien, c'est-à-dire un grec. Donc le filou pour l'allemand depuis le 15e siècle, c'est un grec. Je dis ça parce qu'il y a des négociations actuellement qui peuvent être un peu difficiles. Donc Gauner, le filou, c'est un grec. Voilà ce que ça veut dire. Bon, passons là-dessus. Mais ça veut dire que Freud touche la question de la lettre. C'est stupéfiant, c'est son dernier texte. Il est sur la lettre. Mais par rapport à ce que vous avez dit, j'aimerais bien que vous précisiez la chose. Je ne suis pas sûr que la lettre soit dans le réel. Parce que si vous vous souvenez de... La lettre soit dans le réel. Parce que si vous vous souvenez de Littérateur, la lettre est fait littorale. Eh oui. Elle est entre l'un et l'autre. Eh oui, voilà. Oui. Moi, je suis bien d'accord avec ça. C'est le gros débat qu'on a avec ça, effectivement. Hein. Parce que pratiquement, jusqu'à Littérateur, Lacan, il utilise signifiant et lettre pratiquement de la même façon. Par exemple, le séminaire de la lettre volée. La lettre volée, c'est tantôt l'objet lui-même, c'est la lettre, tantôt c'est le contenu que personne ne lit, tantôt c'est parce qu'on a retourné et que le ministre s'est écrit une propre lettre et que ça l'a féminisé. Donc on a effectivement du mal avec ça, et Lacan, il a aussi du mal avec ça. Il a aussi du mal avec ça. Et la dimension de l'écrit, ça lui apparaît au moment où on veut qu'il publie. Parce que Lacan, il ne publiait pas, en fin de compte. Lacan, il a écrit des trucs dans les revues, comme ça, à la limite. Est-ce qu'il relisait ses textes? C'est pas sûr. Hein, c'était publié à droite à gauche, et puis un jour, on a dit, il faut faire un livre. Et donc, il l'a laissé faire, le livre. Il s'en est pas tellement occupé, il a réécrit des choses, comme il pouvait le faire. Et c'est toute la question écrit, c'est effectivement écriture, on se balade dans des termes compliqués. Comment c'est écrit? Quel est le support matériel dans l'inconscient? On peut toujours dire c'est sur le corps, hein. Bon, on verra bien si on peut le dire encore. Hein. Comment ça s'écrit là-dedans?
Maintenant, cette histoire, en plus de ça, alors on parle des... Il y a des débats autour des peuples sans écriture, mais vous prenez un Indien d'Amazonie, il lit la forêt, lui. Hein. Et nous, on fait tous pareil, on lit quand on est dans un lieu qu'on ne connaît pas, on se met à lire, on cherche à lire, mais quand on n'a pas nos repères habituels, on a du mal à lire. On se déplace dans cette dimension-là tout le temps. Donc, même le petit bébé, peut-être pas le petit bébé quand même, enfin, disons que les premiers crayons que manipule un enfant, il fait des gribouillages, mais c'est déjà une forme d'écrit. Hein. Alors, les dessins d'enfants, on lui interprète comme des dessins, alors que c'est de l'écriture. Bon, il n'y a pas encore la graphie, il n'y a pas encore toute la grammaire, mais enfin, il y a déjà condensation, déplacement, on le voit bien dans ces dessins d'enfants. Moi, quand un enfant fait des dessins, il ne faut pas regarder le dessin en disant tu as dessiné un camion. Il faut lui demander qu'est-ce qu'il a fait. Il va le commenter, son dessin. Il va dire des choses là-dessus. Hein? C'est effectivement toutes ces histoires, écriture, écrit, lettres, signifiant. Moi, je ne démords pas de dire qu'il faut que ça... Il y a le parler qui est prévalent, d'abord. Il faut parler. D'abord, il faut que ça parle. Tous les dispositifs d'école pour Lacan sont des dispositifs de parole. Et lui-même, son propre séminaire était un dispositif de parole. Et Socrate, il a parlé, Platon a écrit, mais Socrate, il a parlé, et il a eu le génie de faire passer la parole de Socrate. C'est-à-dire que quand on lit Platon, on a l'impression que c'est Socrate qui parle. Hein. C'est pour ça qu'on aime Socrate tant que ça. Parce que Platon ne l'aime pas. L'amour platonique, ça ne plaît pas beaucoup. Mais par contre, Socrate, on l'aime, Socrate. C'est passé comme ça. Je pose une question actuelle concernant la prolifération des analyses par mail. Ça se fait de plus en plus. Moi, je ne sais pas comment. Je ne connais pas cette pratique-là. En tout cas, ce n'est pas réfléchi de ce côté-là. C'est réfléchi comme une technique de communication. Ce n'est pas très réfléchi. Lacan, on pouvait lui apporter des écrits, il ne les regardait pas. Hein. Il les prenait, puis il ne vous les rendait jamais d'ailleurs. Donc il gardait, mais il ne regardait pas. Non. Moi, j'ai vu de tas de livres dans sa bibliothèque. Il y avait une bibliothèque, il mettait des livres, alors on prend des bouquins, puis on regarde. À l'époque, les livres, il fallait les ouvrir. Hein. Il y avait des pages comme ça. Et alors, il lisait la dédicace, puis des fois, à la fin, il avait ouvert les 2 dernières pages pour voir la conclusion, et tout le contenu du livre, il ne l'avait pas lu. Cela dit, il ne pouvait pas lire tout ce qu'on lui envoyait, mais enfin... Et vers la fin, moi je pense, vers la fin en tout cas, je pense que il a de moins en... D'abord, il a plus écrit, et il a probablement de moins en moins lu. Il a lu ses propres productions broméennes et il a montré comment c'était difficile de trouver, est-ce que c'est ça le broméen, difficile d'inventer une nouvelle écriture qui ne passe pas par la lettre. Parce que lui, il y avait deux dispositifs langagiers pour le sujet humain. Il y avait la parole, le signifiant, et il y avait la lettre. C'était déjà un premier type de dispositif. Effectivement, Freud, il a fait passer des choses comme ça. Mais à la fin, il a cherché une nouvelle écriture à travers le nœud borroméen. Alors, moi, je ne sais pas lire les nœuds borroméens, mais j'ai travaillé avec des topologues très performants, puisque c'était quand même des gens comme Souris ou même Vapro. C'est des gens, ils lisent les nœuds, ils se parlent entre... Les topologues, ils travaillent entre eux, ils se font des nœuds toute la semaine. Moi, j'ai fait un cartel avec... J'étais plus un, en plus, donc chargé d'animer le travail de chacun et même de permettre la production de travaux. Et ils venaient tous avec des tas de nœuds borroméens qui s'échangeaient entre eux. Moi, je regardais ça, ils savaient qu'il y avait un dessus-dessous qui ne collait pas, enfin des trucs, moi je ne voyais pas ces trucs-là. Lacan, elle en a témoigné au tableau. Hein. Il en a témoigné de la difficulté d'écrire. Alors, c'est difficile d'écrire, hein. C'est très difficile. On ne se rend pas compte que pour les enfants passés, par exemple à la maternelle, quand ils sont à la maternelle où ils ont parlé à l'écriture simplement, parce qu'une écriture, ça suppose, une graphie, ça suppose une orthographie, la difficulté que ça représente. C'est pas un monde évident. Pourtant, lire dans la nature, c'est possible. On lit tout le temps. Voilà. Alors, où sont ces traces? Elles sont où? Elles sont dans nos mémoires, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que cette mémoire? Elles sont dans les monuments, elles sont dans l'organisation du village, elles sont dans les discours elles sont là, nos traces.
qu'on retrouve tout le temps quand on se déplace dans le monde. C'est pour ça que ça revient tout le temps, le truc. Il y a la répétition des marques, mais ça prend forme de discours dans ce qu'on rencontre dans la vie quotidienne. Hein. C'est ça qui revient tout le temps, qui nous revient tout le temps. La langue dont on entendait parler tout à l'heure, la langue par les femmes, par l'intérieur des femmes, elle est quand même quelque chose qui, bien que apparemment véhiculé, touche à la jouissance de chaque sujet, les petits nourrissons, les humains que nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de spécifique. La jouissance, justement, c'est pas tellement à deux. Il n'y a pas de rapport sexuel, on va dire. On dit les choses comme un peu brutalement. Sauf là. Ah ben, mais Justement, il s'agit là, il ne s'agit plus de parler, on va dire, justement. Alors, on est dans cette, je suis dans cette question par rapport à ce que j'ai entendu. C'est-à-dire, la langue, ce qui a initié, au fond, la possibilité pour un sujet d'accéder avec quelque chose qui lui est propre à quelque chose de plus général, à travers le langage, les gestes de la mère, les codifications qu'elle a apportées, et la propre jouissance qu'elle avait dans sa façon de parler et de s'occuper de l'enfant. Elle est donc très particulière à chaque sujet. C'est l'origine des traces quand même. C'est ça. Elle est très particulière à chaque sujet. Alors, comment est-ce qu'on peut faire un lien là avec le travail analytique? Je veux dire, avec le lieu d'abord où nous entendons, où nous avons fait notre analyse, où nous entendons, où nous pouvons lire, et peut-être où nous ne pouvons même plus lire, avec les mots et avec l'alphabet, on va dire. C'est peut-être un peu confus encore pour le moment, ma manière de l'exprimer, mais c'est cette façon d'avoir parlé de la langue là qui m'interpelle, qui était comme une ouverture sur la fin là, du travail à un autre questionnement sur C'est-à-dire que l'écriture. C'est-à-dire que Lacan, il est en train d'élaborer, enfin il déplace l'accent des choses en disant que le signifiant, il serait plutôt, c'est lui qui serait inducteur de jouissance, Oui. et c'est plus un effet de jouissance qu'un effet de sens qu'il délivre. Il y a les deux, Oui. il y a les deux versants. Oui. Et donc les premiers échanges entre l'enfant et sa mère, donc à partir de la lalation, elle met des ponctuations, donc elle l'élève au rang d'abord de ce qu'on appelle la vraie langue maternelle, la langue originaire entre elle et l'enfant. Et elle installe, elle met en place des petits bouts de choses qui sont déjà des premières approches du langage. Ça peut être un idiome, c'est pas simplement de la lalation, et ça fait trace de jouissance sur le corps de l'enfant. Hein. Par les soins, il y a pour ça que toutes ces traces s'inscrivent sur le mode de ce qu'on disait tout à l'heure, de principe de plaisir, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Trace par les coupures qu'elle Oui, mettait oui. dans une jouissance primordiale, Et c'est assez qui serait ruineuse. c'est assez stéréotypé en plus, d'une Oui. certaine façon. Hein. Oui, oui. C'est quand même. C'est codifié, oui, par son. Déjà, elle-même, elle applique des méthodes qu'elle a apprises, donc ça se transmet comme ça. Oui. Mais en faisant ça, Lacan dit l'ensemble des femmes, c'est là que la langue change et que les néologismes apparaissent et que toutes ces choses apparaissent. Écrire un néologisme, on l'écrit, mais ça ne s'écrit pas forcément un néologisme. Quand on se met à l'écrire, on le voit apparaître comme néologisme. L'analysant qui parle, il y a des fois des analysants, on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Et en fait, c'est une lalation. Il se met à parler d'un truc, et puis d'un seul coup ça part, et puis on n'entend plus rien, on entend une lalation qui... Mais bon, on l'écoute à un moment donné, bien sûr, puis on peut l'interrompre pour ponctuer, pour dire, ah bon, oui, c'est ça, ou éventuellement, pour qu'il reprenne éventuellement la parole un peu sur une autre dimension. Hein. Ce dont vous parlez là, c'est ce que Lacan, dans la conférence sur le symptôme à Genève, quand il dit « j'ai cherché le terme le plus proche de l'allation », Oui. c'est la langue dans un seul mot. C'est la langue en un seul mot. Oui. Qui la Donc sort.
qu'il a sorti à Rome en 1974 dans sa conférence de presse. C'est là qu'il a sorti le... Non, c'était en 1972 dans le séminaire au Pire. Il a envoyé un type au tableau. Écrivez-moi la langue. Alors je suis allé au tableau. Il a écrit la langue en 2 mots. Il s'est fait engueuler, le pauvre. Parce que c'est pas comme ça qu'il voulait l'écrire. La langue, ça a permis à Lacan de sortir du naufrage de la linguistique. Parce que la linguistique, il dit très bien, c'est une élucubration de savoir sur la langue. La langue, c'est pas fait pour communiquer. La langue, c'est fait pour jouir. Et puis ensuite, dans un second temps, éventuellement pour se faire reconnaître. C'est un mode de jouissance, déjà. Hein. Le signifiant fait jouir d'abord, avant que d'interdire la jouissance, que c'était le point de départ. Donc tout ça, c'est au travail, quoi. Hein, c'est au travail. Autre chose, justement à propos de l'inconscient, ce sera une prochaine fois, c'est qu'il va finir. Bon, il dit que le langage est une élucubration de savoir sur la langue. Terminé. Bon, de ce côté-là, il est en train de trouver autre chose. Mais il va dire aussi que le savoir supposé, c'est peut-être qu'une élucubration. Donc sa conception de l'inconscient, y compris freudien, inconscient structuré comme un langage, ce n'est peut-être qu'une élucubration aussi. Et que le vrai, il y a peut-être un autre savoir qui se dépose dans la langue et qui, lui, est autre chose. Et qui apparaît, alors là, il a une petite pointe avec ça, difficile à suivre, il dit que ça surgit comme dans un lapsus. Et il utilise le terme de l'esp d'un lapse, c'est-à-dire que l'espace d'un lapsus, il le réduit pour bien montrer de quoi il s'agit, c'est comme un éclair comme ça qui apparaît, et que là, il y a un savoir que le sujet, ça lui sort en parlant, et que c'est complètement une énigme. Alors il y a des sujets qui cherchent à récupérer ça dans des interprétations. Et nous avions notre grand ami Gérard Miller qui interprétait les lapsus de nos hommes politiques, qui était donc complètement à côté de la plaque, parce que chacun a fait des lapsus qui lui appartiennent. On ne peut pas interpréter un lapsus, d'autant plus que pour Lacan, il semblerait bien qu'on ne peut pas interpréter le lapsus comme étant une formation de l'inconscient. Il va donner une nouvelle définition de l'inconscient, justement en utilisant la bévue. L'unbewusst. L'unbewusst. Bon, ça, c'est des choses qu'on va apprendre, on va essayer de cerner. Où ça s'inscrit, les traces de l'inconscient? Sur le corps, mais qu'est-ce que c'est que ce corps? C'est pas sur l'organisme. Qu'est-ce que c'est que le corps pour nous? C'est une forme, hein, c'est déjà... Le corps, c'est une forme, déjà. Donc, c'est pas la structure. C'est un effet de la structure, mais c'est une forme. Et ça a une fonction sur le développement du corps. C'est pas la forme vue dans le miroir, c'est vraiment une forme en tant qu'elle est réelle. Et d'ailleurs, quand on se décompose, quand on est mort, on voit bien que la forme disparaît et qu'on n'a plus affaire à un corps, on a affaire à un réel, comme ça. Il en parle à propos d'Oedipe à Colonne, justement. Il ne meurt pas d'Oedipe, il se dissout dans le réel. On voit bien que la consistance du corps, c'est quelque chose... qui est autre, voilà. Alors, tout ça, ça s'inscrit là-dedans. Les inscriptions, comme il dit, il y a des représentations imbéciles qui s'inscrivent sur le corps. Par exemple, vous en donnez plusieurs, quand on rigole, c'est la rate qui se dilate. Il y a des gens qui le croient, hein. Et c'est vrai qu'on devient tout rouge, et c'est la rate qui se dilate, qui se contracte et qui diffuse les globules rouges, donc on devient tout rouge. Quand on a faim, on a l'estomac dans les talons. Il y a des gens qui pensent que quand ils ont faim, ils ont fait... Si, je vous ai garanti, moi j'en ai rencontré. Et comme ça, hein, ou bien j'ai la peur au ventre. La peur au ventre. Donc, ou j'ai les foies. Allez, on voit le foie. Le foie. Mais d'autant plus que les médecins ils vous disent que si vous buvez, vous allez mourir. Donc vous avez les foies. Eh bien, quand on est amoureux, hein, c'est une question de cœur. Donc on voit bien les représentations imbéciles qui s'inscrivent sur le corps comme surface d'inscription d'un certain nombre de termes qui sont bien entendu passés dans la langue commune et qu'on véhicule constamment entre nous comme ça. Hein. C'est une fiction du corps. Oui, ce sont des fictions. C'est même, à la limite, c'est des fictions comme Lacan l'écrit, non pas avec un C mais avec un X. C'est des fictions de points de jouissance. Oui, c'est ça. Hein. Oui. Et on voit bien comment, justement là, dans la langue,
le signifiant, il a une fonction de jouissance. Oui, Il est cause de jouissance, il n'est pas simplement halte à la jouissance. Hein. oui. Il est cause, comme il dit, matérielle, et il l'utilise dans la langue, justement. Il parle de la matérialité, Lacan. Il parle de la matérialité de la langue en un seul mot, matérialité, où il contracte le terme de mot et de matière en même temps. Donc il joue sur cette dimension de la langue qui n'est plus simplement chaîne signifiante, mais qui est réelle. Alors, tout ça, ça va venir dans la suite. Je sais que c'est une question très difficile, l'histoire de l'écrit. Moi, j'ai eu du mal à faire ça, justement, parce que, à propos de ces traces, il a fallu vraiment, effectivement, que Lacan fasse des forçages, et on comprend que ses auditeurs aient fait quelques résistances à ça. D'ailleurs, 3 ans après, ils lui ont interdit de revenir dans l'international. Ils se sont ligués, on lui dit, celui-là, on n'en veut plus. Il n'a pas pu réintégrer l'international, alors qu'il voulait réintégrer l'international. Hein. Parce qu'on s'est dit, celui-là, il commence à bien faire. C'est qu'il pointait des choses qui étaient tellement radicalement nouvelles que... Donc il résistait à ça. Hein. C'est vrai qu'aller chercher des termes comme Sartre-Vorstellung, tous ces trucs-là, c'est des fois confus, même chez Freud. Moi, j'ai tiré aussi du côté de Lacan, parce que j'aime bien Lacan, et que je trouve qu'on se repère mieux avec Lacan qu'avec d'autres. Voilà. Bien. Alors, je te propose... Merci.